Bonjour à tous, bienvenue pour notre webinaire que nous co-organisons avec le cabinet Fromont-Briens. Webinaire dont le sujet sera sur l'apprentissage au soutien de la mobilité interne des salariés. Donc, webinaire que je vais avoir l'honneur de co-présenter avec maître Sabrina Doulados, avocat associé au cabinet Fromont-Briens, et donc moi-même, Yves Buchemblé, directeur du développement et du réseau au sein de l'AFDAS. Nous sommes ensemble pendant 1 heure environ pour présenter ce sujet. Comme habituellement, vous recevrez à l'issue de ce webinaire un lien vers l'enregistrement, ce qui fait que ça vous permettra de le revisionner si vous en avez besoin, si vous en avez envie. Vous pouvez nous poser donc vos questions dans le fil de conversation. Les questions seront reprises au terme de cette présentation et on reviendra dessus donc pour pouvoir apporter les précisions utiles. Et donc voilà. Je vous propose de démarrer tout de suite avec les premiers éléments sur finalement ce que nous allons voir ensemble. Donc on va déjà commencer par se présenter. Quelques mots sur le contexte et les enjeux en présence. La logique de suspension du CDI, puisqu'on le verra quand on propose un contrat d'apprentissage ou quand un salarié vient proposer à son employeur un contrat d'apprentissage et qu'il est déjà en CDI, il y a des règles spécifiques qui vont s'appliquer. Les conditions, le formalisme pour la mise en œuvre de cette modalité d'accès à l'apprentissage, et nous verrons également les questions sur le financement. Ce cycle de webconf donc, démarre par celle-ci sur l'apprentissage. Nous verrons en fin d'intervention que nous avons prévu d'autres sujets toujours liés à la mobilité, à la reconversion des salariés. Ils feront l'objet d'autres interventions qui auront lieu ultérieurement et on va vous en parler très brièvement à l'issue de cette webconférence. Alors tout d'abord, quelques mots sur l'AFDAS, histoire de vous remettre les éléments essentiels à l'esprit. Donc l'AFDAS, c'est 44 branches professionnelles qui se retrouvent au sein de notre opérateur de compétences. Ces 44 branches, c'est environ 61 000 entreprises sur tout le territoire. Ces entreprises étant composées avec une écrasante majorité de TPE, PME de moins de 50 salariés, puisque c'est à peu près 94% de ces 61 000 entreprises qui sont donc des structures de cette taille-là. Comme vous le savez, l'AFDAS est opérateur de compétences pour les secteurs des industries créatives, des médias, de la culture, la communication, les télécommunications. On est également l'opérateur de compétences du champ du sport, du tourisme, des loisirs et du divertissement. Avec un service de proximité qui est reparti sur l'ensemble du territoire national, puisque nous avons aujourd'hui 12 délégations régionales, et si on compte toutes les implantations, c'est à l'heure où nous parlons 22 implantations territoriales, que ce soit sur le territoire métropolitain ou ultramarin. L'ensemble des équipes, c'est environ une centaine de conseillers qui sont sur les territoires et qui du coup sont en proximité et peuvent vous apporter les informations, l'accompagnement qui vous est utile et qui déploie les plans d'action qui sont prévus au niveau national et qui, du coup, permettent à ces opérations de se mettre sur pied. La gamme d'offres de services de l'AFDAS s'articule autour de 4 grandes thématiques. Donc, une que nous allons finalement un peu aborder pendant cette heure sur l'alternant. Donc, c'est aider les employeurs dans leur stratégie de recrutement des salariés en alternance ou sous forme de contrat d'apprentissage. On sait vous guider sur chaque étape dans ce cadre-là pour vous aider à trouver la bonne solution. C'est également une des missions de l'AFDAS et donc un des pans de l'offre de service, c'est autour du développement de compétences des collaborateurs. Et là aussi, à chaque étape, grande étape du plan de développement des compétences, depuis la définition du besoin jusqu'à l'identification de l'offre de formation et éventuellement la négociation des coûts de formation. Donc, nous pouvons intervenir sur ces sujets-là. Le financement, évidemment, en eux-mêmes des actions de formation, en elles-mêmes, pardon, avec une logique de trouver là aussi le meilleur financement possible, avec une gestion dématérialisée, comme maintenant vous commencez à la connaître.
Et puis, plus ponctuellement, nous intervenons également sur des logiques de projet RH sur mesure quand votre entreprise est concernée par des actions spécifiques avec des projets particuliers et sur lesquels il va falloir qu'on crée finalement une solution sur mesure pour répondre à vos attentes. Quelques mots sur le cabinet Front-Montbriand. Sabrina, je te laisse la main. Oui, merci Yves et bonjour à tous. Moi, je suis ravie d'intervenir aux côtés de l'AFDAS pour animer cette thématique qui est finalement, me semble-t-il, assez originale parce qu'effectivement, ce matin, on va vous parler de l'apprentissage sous un prisme assez différent puisque là, la logique, c'est plutôt de repenser ce dispositif d'accès à la formation comme non pas finalement un dispositif d'insertion, mais plutôt comme un dispositif de mobilité du salarié. Alors, Front-Montbriand, c'est un cabinet d'avocats qui est spécialisé en droit social, qui dédie son activité au droit social. Et dans ce cadre-là, on a des pôles d'expertise et j'ai moi-même le plaisir de développer un pôle dédié au droit de la formation professionnelle. Voilà, donc au sein de mon équipe, qu'on a mis en place depuis maintenant plus de 8 ans, eh bien, on accompagne l'ensemble de l'écosystème formation. Donc, on accompagne finalement l'ensemble des acteurs, alors que ce soit les entreprises employeurs, les branches professionnelles, notamment dans le cadre de la négociation d'accords collectifs sur les thématiques GPEC, emploi, formation, mais aussi auprès des financeurs paritaires publics et aussi des organismes de formation, écoles, centres de formation d'apprentis. On dédie complètement notre cœur de métier à cette discipline-là, qui est une réelle discipline juridique, si j'ose dire, à part entière, avec ses réformes tout à fait symptomatiques parce qu'effectivement récurrentes, il faut le dire. Le droit de la formation professionnelle n'est pas un droit très stable, donc il est très évolutif, la preuve en est sur les 10 dernières années. On peut quand même se dire qu'on est sur un système à fort évolution, on va dire. Voilà. Très bien. Merci Sabrina. Je ne sais pas si tu souhaitais apporter d'autres précisions ou si… On va peut-être démarrer effectivement cette thématique. Très bien. Quelques mots donc sur le contexte et les enjeux en présence. Donc notamment sur le contexte et des éléments qui sont issus finalement de la crise sanitaire que nous connaissons aujourd'hui, même si petit à petit nous en sortons et nous espérons que cette sortie soit définitive. Ça a en fait précipité un certain nombre de transformations au sein des entreprises. Ça a généré aussi de nouvelles transformations qui n'étaient pas forcément prévues au calendrier et sur lesquelles finalement vous vous retrouvez avec de nouveaux enjeux. Et donc par exemple, nous avons un certain nombre d'entreprises qui ont pu nous signaler avoir des changements dans leur propre organisation liés à cette traversée de cette crise, qui ont pu engager des logiques d'internalisation d'activités avec donc parfois des actions, des missions qui étaient confiées à des prestataires, à des sous-traitants, qui étaient préalablement réalisées en interne et qui avaient été au fil du temps externalisées. Et finalement, on voit aujourd'hui des phénomènes de réinternalisation d'activités, ce qui suppose aussi du coup des logiques d'organisation dans l'entreprise et ce qui induit également des logiques de compétences qui ont pu exister au sein de l'entreprise, mais qui ont pu en fait, parfois disparaître avec cette logique d'externalisation et sur lequel il faut à nouveau l'entreprise se muscle et les salariés concernés. On assiste également à des enjeux de diversification, développement de nouveaux marchés, on se tourne vers de nouvelles activités. L'idée étant de pouvoir finalement rebondir après cette crise de la meilleure manière possible et donc voilà, de se donner toutes les chances de réussite. Et on a également des logiques d'investissement dans de nouveaux outils. Donc essentiellement, ce qui nous remonte, c'est les enjeux liés au numérique ou au digital. Et on voit qu'il y a un phénomène d'accélération, même si c'était déjà en route, il y a un phénomène d'accélération qui est en train de se… Sur le sujet de l'apprentissage et pourquoi on a souhaité finalement évoquer ce sujet-là avec vous ce jour et dans cette logique de mobilité interne, alors on s'est dit que c'était une réponse originale et parfois méconnue et peut-être trop méconnue sur tous les changements qui s'opèrent actuellement dans les entreprises. Et c'est aussi peut-être une façon de répondre à cette situation. Alors, quelques éléments, la loi Avenir Professionnel, donc il y a
concentrer les contributions légales, comme vous le savez, sur la formation de demandeurs d'emploi, sur les enjeux de l'apprentissage, et du coup, c'est intéressant qu'on s'en parle aujourd'hui, et des dispositifs de reconversion des salariés qui ont évolué entre l'ancienne loi et la nouvelle, avec des dispositifs comme la PROA qui existe, avec un certain nombre de règles qui encadrent ce dispositif et ne permet pas forcément, comme ça existait précédemment, les départs en formation, puisqu'il y a un peu plus de règles et un peu plus de contraintes que ce que nous connaissions précédemment. Il y a aussi des enjeux liés aux dotations financières, que ce soit pour les projets de transition professionnelle, également connus sous l'acronyme PTP, qui en fait est un peu le successeur d'une certaine manière au congé individuel de formation. On a le plan de développement de compétences et sur les moins de 50 salariés qui lui aussi a été resserré par rapport à ce qu'on connaissait précédemment. Tout ça fait que les modalités financières, les dispositifs de formation qui permettent de gérer ces mobilités, ces reconversions, se retrouvent avec un accès un peu plus complexe. Et de ce fait, ça ouvre aussi d'autant plus cette possibilité par l'apprentissage d'avoir un regard particulier, parce que les changements prévus par la loi, finalement, nous donnent une nouvelle opportunité, à savoir sur deux éléments, l'accès à l'apprentissage qui avant était réservé aux personnes de moins de 26 ans. Aujourd'hui, l'âge limite a été porté à 29 ans, donc ça ouvre forcément le public éligible. Et puis, et surtout, parce que nous avons la possibilité, les employeurs ont la possibilité de mettre en suspens un contrat de travail de type CDI pour prévoir un contrat d'apprentissage. Donc ça, c'est une possibilité qui est offerte par la loi. Maintenant, c'est comment on peut s'en saisir et pour en faire quoi. Donc là, Sabrina, je te redonne la main peut-être. Oui, avec plaisir. Alors en fait, sur ces dispositifs, on va dire ces véhicules qui permettent de favoriser la mobilité au sein de l'entreprise ou au sein du groupe en réalité, dans laquelle est employé le salarié, on a déjà un premier dispositif qui est intéressant avant même de parler de suspension de contrat, qui est la mise à disposition de l'apprenti. Alors la mise à disposition de l'apprenti, elle se fait non pas dans le cadre, on va dire, des règles classiques traditionnelles que vous connaissez certainement, qui sont codifiées à qui sont codifiées dans le Code du travail depuis la loi dite Cherpion de 2011. Donc, on n'est pas dans ce cadre-là, on va dire, règles de droit commun de la mise à disposition des salariés. On est bien dans un cadre un peu spécifique parce qu'on a des règles particulières qui ont été édictées pour permettre à l'apprenti de pouvoir effectivement être mis à disposition d'une autre entreprise dans cette logique de se dire, OK, on le met à disposition, mais par contre, on va s'assurer que, bien évidemment, dans le cadre de cette mise à disposition, la formation pratique qu'il devait exercer dans d'autres entreprises, dans les entreprises d'accueil, eh bien, elle répondra évidemment toujours à cet objectif de qualification qui est celle préparée par son contrat d'apprentissage. Donc, il n'est pas question, dans le cadre d'une mise à disposition, de permettre à l'apprenti d'exercer des activités qui n'ont pas de lien direct avec l'objectif d'obtention de sa certification professionnelle. Donc, il faut évidemment qu'il y ait toujours un lien très étroit entre les missions qui lui sont confiées par l'entreprise d'accueil et les missions qu'il exerçait préalablement par l'entreprise prêteuse. Donc, c'est là, j'ai envie de vous dire, la principale différence avec la mise à disposition classique de droit commun, où en principe, dans le cas d'une mise à disposition classique, effectivement, le salarié a plutôt vocation à exercer des fonctions différentes de celles qu'il occupe dans son entreprise employeur. Donc, l'objectif, c'est bien d'exercer cette formation pratique dans une autre entreprise que celle qui l'emploie, notamment pour pouvoir, le cas échéant, utiliser des matériels, avoir accès à des outils que l'apprenti n'a pas en fait dans son entreprise prêteuse, dans son entreprise qui l'emploie. Et dans ce cadre-là, ce qui est prévu, c'est que, alors la mise à disposition peut se faire auprès de au maximum 2 entreprises. Mais donc, on est vraiment dans une logique de se dire, c'est pas nécessairement une seule entreprise accueil, ça peut être 2 entreprises d'accueil différentes, de façon alternée. Mais dans tous les cas, que ce soit auprès d'une seule ou 2 entreprises d'accueil, il faudra que ce temps de mise à disposition soit limité à 50% du temps de formation pratique, qui est le temps de formation qui est prévu dans son contrat d'apprentissage. Donc là, c'est hors, on met de côté la partie formation dite théorique
en centre de formation d'apprentis. On regarde sur les temps de formation dits pratiques dans l'entreprise. C'est dans la limite de 50% de la totalité de ces temps que l'apprenti va pouvoir bénéficier d'une expérience ailleurs, dans une autre entreprise, dans le cadre de cette mise à disposition. Comme les mises à disposition dites loi Cherpion, donc classique, si j'ose dire, il va falloir formaliser cette mise à disposition dans le cadre d'une convention tripartite, entreprise d'accueil, entreprise prêteuse et l'apprenti, et désigner en outre un deuxième maître d'apprenti, un tuteur dans l'entreprise d'accueil. Donc ça, c'est un premier dispositif qui est quand même intéressant de souligner. Peu d'entreprises l'utilisent. C'est quand même un vecteur qui est intéressant au soutien justement de la mobilité. Alors là, c'est une mobilité très ponctuelle, évidemment, mais l'objectif derrière, c'est évidemment, côté apprenti, pouvoir évidemment enrichir son expérience professionnelle et pourquoi pas envisager effectivement, à l'issue de son contrat d'apprentissage, d'être embauché dans le cadre, au sein de l'entreprise utilisatrice qui avait pu l'accueillir dans le cadre de cette mise à disposition. Donc, c'est aussi une bonne façon, quelque part, d'accompagner l'insertion professionnelle de ces jeunes, puisque l'objectif in fine, évidemment, c'est l'embauche pérenne dans le cadre potentiellement d'un CDI à l'issue de cette formation. Alors, petite parenthèse, il est toujours possible, malgré tout, de prévoir, effectivement, quand on est salarié dans une entreprise, effectivement, de suspendre le CDI d'un commun accord entre le salarié et l'employeur. Donc, on peut très bien envisager, quand on est salarié de droit commun, de suspendre le CDI pour conclure un contrat d'apprentissage avec un autre employeur, une autre entreprise. Ça suppose évidemment de respecter le principe de loyauté et puis de s'assurer évidemment qu'on n'est pas lié par une clause d'exclusivité dans le contrat de travail de droit commun. Et donc, ce sont des dispositifs, on va dire, qui existent et donc on le voit, il y a des articles possibles entre le contrat de travail de droit commun et le contrat d'apprentissage. L'autre dispositif, et celui qui nous interpelle tout particulièrement et qui va nous intéresser plus particulièrement ce matin, c'est cette possibilité de pouvoir suspendre le CDI, donc le contrat de travail de droit commun d'un salarié qui est déjà en poste dans l'entreprise, pour conclure un contrat d'apprentissage dans la même entreprise. Donc là, je ne suis pas dans une logique de mobilité externe dans l'immédiat, c'est-à-dire je suis dans mon entreprise et je suspends mon contrat de travail pour pouvoir conclure un contrat d'apprentissage. Alors, c'est une disposition qui est codifiée dans le Code du travail. Vous avez la référence textuelle qui figure dans la slide, qui n'est pas nouvelle, qui n'a pas été introduite par les dernières réformes, loi de 2014 et ni loi Avenir professionnel de 2018. C'est une disposition qui est relativement ancienne et qui est très intéressante parce qu'en réalité, j'ai envie de vous dire qu'elle détourne totalement la finalité d'un contrat d'apprentissage de droit classique, si je veux, à savoir l'insertion professionnelle. Puisqu'évidemment, quand on suspend un CDI pour conclure un contrat d'apprentissage, on n'est pas dans une logique d'insertion puisqu'on est déjà dans l'entreprise. Donc, la logique, elle est tout autre. Elle est vraiment de se dire, on va rechercher ces logiques de mobilité professionnelle pour accompagner, ma foi, pourquoi pas, un projet soit d'évolution professionnelle, soit de reconversion professionnelle, parce que, effectivement, quand on suspend le CDI pour conclure un contrat d'apprentissage, c'est qu'on va chercher une autre qualification professionnelle, on va chercher l'obtention d'une certification qui atteste effectivement de l'exercice d'un métier, et donc c'est quelque part que très certainement le salarié en CDI n'a pas encore les compétences ni la certification qui correspond au métier qui serait donc visé par ce contrat d'apprentissage. Donc on est vraiment dans cette logique effectivement de dispositif plutôt d'évolution, de reconversion professionnelle et pas d'insertion professionnelle. Alors, quelles sont les modalités, les principales règles? C'est donc un cadre juridique qui est posé par le Code du travail. On est dans le cadre d'une suspension de contrat pendant toute la durée du contrat d'apprentissage qui va être conclu avec le même employeur. La durée de la suspension du contrat correspond très exactement à la durée du contrat d'apprentissage, bien évidemment. Donc, ça signifie que lorsque le salarié devenu apprenti de façon très temporaire obtient sa certification professionnelle, eh bien, c'est la terminaison de son contrat d'apprentissage et de fait, son CDI de droit commun reprend ses droits, entre guillemets, est à nouveau réactivé. Et alors, me direz-vous, le sujet qui n'est pas régi, qui n'est pas réglé par le Code du travail, c'est le sujet de la rémunération.
Parce qu'évidemment, quand on est en apprentissage, on a droit à une rémunération qui est à minima, et ça, ce sont des dispositions d'ordre public qui sont donc indexées sur un pourcentage du SMIC, voire du SMC. Donc, on est évidemment sur des minima qui sont d'ordre public. Donc, et la logique, c'est quand on est en apprentissage, dans cette logique d'insertion professionnelle, on n'a pas encore atteint le niveau et la certification préparant, enfin attestant évidemment d'un niveau de exercer tel ou tel métier. Et donc, ça justifie le fait évidemment qu'on a un niveau de rémunération. Ben oui, la nécessaire négociation, parce qu'évidemment, le code de travail ne le dit pas, mais il y a quand même un petit sujet quand vous avez des salariés en CDI. On va expliquer que pendant leur suspension de contrat, ils vont potentiellement percevoir finalement un salaire inférieur à celui qu'ils percevaient pendant leur CDI. Il y a matière à discussion. Après, encore une fois, tout se discute et se négocie. La philosophie, évidemment, de ces rémunérations qui sont indexées sur un pourcentage du SMIC quand on est en apprentissage, c'est de considérer qu'on embauche des jeunes sur des métiers pour lesquels, évidemment, ces jeunes n'ont pas encore la compétence, raison pour laquelle ils sont en formation alternée. Voilà, d'où des niveaux de rémunération indexés sur un pourcentage du SMIC. Donc après, il y a une discussion ouverte à avoir avec les salariés. Pour les entreprises, pour vous donner un peu un retour d'expérience là-dessus, quand même beaucoup d'entreprises ont tendance quand même à s'aligner. Après, tout dépend des niveaux de qualification et des niveaux de rémunération, mais il est assez fréquent que les niveaux de rémunération soient évidemment maintenus pendant la période de formation et d'apprentissage. Évidemment, des discussions, des bilatérales, si j'ose dire, à avoir avec le salarié et en général, les situations ne sont pas totalement identiques et ne sont pas homogènes, donc c'est compliqué de faire des généralités autour de cela. En tout cas, évidemment, c'est un sujet de négociation parce que rien n'est encadré par le Code du travail, donc ce sont les règles de droit commun propres à l'apprentissage qui s'appliquent, à savoir des niveaux de rémunération qui sont à minima indexés sur un pourcentage du SMIC. Dans tous les cas, ça, ce sont des règles d'ordre public et la question, c'est de savoir si vous vous alignez ou pas sur le niveau de rémunération du salarié. Donc là, c'est forcément un sujet de négociation qui est important pour la mise en œuvre de ce type de modalité, de contrat d'apprentissage. Je parle peut-être des entreprises concernées. Oui, alors après, sur les conditions, finalement, une fois qu'on s'est dit que c'est ce dispositif-là tout à fait intéressant, finalement, c'est un peu un cavalier seul, là, cet article-là qui est logé de façon assez isolée dans un corpus juridique qui régit l'apprentissage. Ce sont un peu les règles de droit commun propres à l'apprentissage qui ont vocation à s'appliquer. Donc, finalement, toutes les entreprises éligibles à l'apprentissage sont concernées par le dispositif et côté salarié, ce sont là aussi quels sont les publics éligibles à ce dispositif-là? J'ai envie de vous dire, eh bien, les salariés qui sont éligibles à l'apprentissage, 16 à 29 ans révolus. C'est pour ça que c'est intéressant de réincarner, de commenter à nouveau ce dispositif qui, je vous l'ai dit, n'est pas nouveau, mais parce que la loi Avenir Professionnel a élevé les niveaux, l'âge limite de recrutement d'un apprenti, évidemment, ça dépoussière un peu ce dispositif-là, voyez-vous, parce que c'est intéressant de se dire que vous allez pouvoir potentiellement utiliser ce dispositif de suspension de contrat potentiellement pour une population salariée chez vous plus importante qu'auparavant, puisqu'évidemment, on arrive là au taquet des 30 ans, donc ça ouvre quand même le champ des possibles. J'ai même envie de vous dire, nous, on n'a pas fait l'analyse juridique, mais je pense que ce serait quand même très intéressant de regarder dans quelle mesure on ne pourrait pas considérer que dans le cadre de ces suspensions de CDI, lorsque l'on propose un contrat d'apprentissage, on ne serait peut-être pas capé par cette limite d'âge portée à 29 ans. Mon idée derrière, c'est que quand le législateur a introduit ce dispositif-là, c'était évidemment pas un dispositif au soutien d'une logique d'insertion professionnelle. Donc la limite d'âge, dans ce cadre-là précis, elle n'a plus vraiment de sens. Voilà, donc je ferme la parenthèse, parce que je pense que c'est vraiment une discussion ouverte. Il faudrait d'ailleurs avoir avec le ministère du Travail, mais à une période aujourd'hui qui est une période tout à fait particulière, comme l'a soulevé Yves, où on a des vrais besoins d'accompagnement à des logiques de reconversion professionnelle et où les dispositifs d'accès à la formation sur le terrain du juridique ne permettent pas de répondre de façon, de mon point de vue, satisfaisante et en masse à ces besoins-là.
pour des raisons diverses et variées. Mais bon, le projet de transition pro, il y a une problématique de financement et puis c'est un dispositif individuel à l'initiative de la personne. La PROA, ça démarre gentiment, mais enfin, ça fait déjà plus de 2 ans que c'est dans le décor et c'est très compliqué parce que le législateur a tout fait pour que ce soit un peu le parent pauvre de la réforme, puisque la loi de 2018 avait voulu mettre le paquet sur l'apprentissage, pensé comme une logique d'insertion professionnelle. Donc, c'est vrai que si vous voulez, tous les outils qui permettent finalement de favoriser les reconversions, globalement, il n'y en a pas beaucoup, hormis les dispositifs dans le cadre de projets de restructuration. Et là, évidemment, on n'est pas dans le cadre d'un PSE, donc je ne vous parle pas des congés de reconversion, on n'est pas dans et de reclassement, on n'est pas dans cette logique-là. Donc, c'est vrai que c'est un dispositif qui mérite, de mon point de vue, d'être peut-être un peu réincarné et réactivé quelque part, parce que c'est un dispositif qui existe depuis de nombreuses années et qui a le mérite finalement d'être relativement simple en termes de mobilisation et qui a évidemment un levier financier tout trouvé, puisque l'apprentissage, évidemment, est au cœur des préoccupations des pouvoirs publics. Et donc, évidemment, on a cette logique de financement garanti par l'OPCO de la formation dans le cadre de l'apprentissage. Peut-être juste s'arrêter sur l'âge limite, donc 29 ans, avec aussi quelques exceptions Oui. qui sont parfois aussi méconnues. Tout à fait. Alors, les salariés en situation de handicap et reconnus comme tels peuvent conclure un contrat d'apprentissage, notamment dans le cadre de notre dispositif, sans limite d'âge. Alors, c'est également le cas pour les personnes qui ont un projet de création de reprise d'entreprise. Bon, là, c'est vraiment une parenthèse parce que ça ne s'inscrit pas dans le cadre du dispositif qu'on vous explique là ce matin. C'est également le cas pour les personnes qui ont le statut de sportif de haut niveau. Voilà. Donc, pour ces personnes-là, effectivement, il n'y a pas de limite d'âge impartie. Alors là encore, il faut que ça s'articule dans le cadre de ce qu'on vous expose ce matin, avec sa part du postulat que les salariés ont bien un CDI au départ, puisqu'on est dans une logique de suspension de CDI pour conclure un contrat d'apprentissage. Je le précise, effectivement, la loi n'a pas prévu un dispositif similaire pour des salariés qui seraient embauchés dans le cadre d'un CDD. Ok, peut-être s'arrêter maintenant sur les formations éligibles. Alors, sur les formations éligibles, les règles classiques de l'apprentissage, évidemment, s'appliquent, à savoir une formation qui prépare à l'obtention d'un titre ou d'un diplôme professionnel inscrit au répertoire national des certifications professionnelles. Donc, en clair, une formation qui prépare à une habilitation, une certification inscrite au répertoire spécifique n'est pas éligible à l'apprentissage, que ce soit l'apprentissage dans une logique d'insertion ou l'apprentissage dans une logique de mobilité, une suspension d'un CDI. Et de la même façon, les CQP, les certificats de qualification professionnelle, d'ailleurs qu'ils soient enregistrés ou non au RNCP, peu importe, en tant que tels, ils ne sont pas davantage éligibles à l'apprentissage. Bon, pourquoi? C'est un autre sujet. Je ne vais pas rentrer dans le débat, mais ce sont des certifications qui sont créées de façon paritaire par les branches professionnelles. Effectivement, elles ne sont pas éligibles à l'apprentissage. Alors, sur la durée du contrat, évidemment, le contrat d'apprentissage, il a pour objectif de préparer à l'obtention de cette certification. Donc, la durée du contrat, elle est calée précisément sur la durée du cycle de formation, elle-même comprise entre 6 mois et 3 ans. On peut aller jusqu'à 3 ans. Classiquement, un contrat d'apprentissage, on est globalement sur 1 an, voire 2 ans. 6 mois, c'est plus rare. Et 6 mois, ça a été effectivement d'ailleurs un assouplissement qui a été introduit par la loi Avenir Professionnel. Jusqu'en 2018, donc en 1er janvier 2019, les contrats d'apprentissage devaient à minima durer 1 an précisément. Voilà. Donc, que vous dire après ces conditions de formation et de durée? Un mot peut-être sur le formalisme. Ouais. Donc, ce n'est pas parce qu'on est en suspension de CDI qu'on ne respecte pas le formalisme de l'apprentissage. Donc, il faut effectivement utiliser le fameux formulaire CERFA au soutien de la formalisation de ce contrat d'apprentissage. Donc, on est quand même sur un contrat de travail signé entre le salarié et l'entreprise employeur. Et c'est une déclaration qui se fait via le formulaire. Et évidemment, il faut transmettre ce formulaire-là à votre OPCO, donc à l'AFDAS. C'est ça.
Quelques mots justement sur la procédure de dépôt. Alors, je pense que derrière vos écrans, vous êtes nombreux à avoir déjà fait des contrats d'apprentissage et donc à avoir eu cette démarche vis-à-vis de nous, mais quand même, c'est nécessaire de s'en reparler. Donc, le contrat d'apprentissage doit nous parvenir au plus tard 5 jours après le début de l'exécution du contrat d'apprentissage et doit nous arriver avec la convention de formation qui vous lie avec le CFA. Et s'il y a une réduction ou un rallongement de la durée de formation, il y a une convention tripartite qui prévoit ces conditions de réduction ou au contraire de rallongement de la durée. Et cette fois-ci, l'apprenti est co-signataire de cette convention. Toute modification pendant la durée de vie du contrat doit nous être transmise et donc par voie de conséquence, dans le cas d'une éventuelle rupture de ce contrat, le LOPCO doit en être informé puisque le LOPCO derrière, outre sa propre information et pour le suivi du dossier, donc notamment du paiement des factures de formation, il assure l'information du ministère en charge de la formation professionnelle. L'AFDAS est en quelque sorte le guichet unique et votre guichet unique pour les contrats d'apprentissage. Sur la façon de déposer les contrats d'apprentissage, donc maintenant vous savez qu'il y a un espace sécurisé dont chaque entreprise dispose et donc son petit nom c'est Baya. Donc vous pouvez y accéder soit parce que vous êtes déjà connecté, vous avez déjà eu l'occasion de faire des dépôts de dossiers chez nous et donc vous avez un accès direct qui peut s'opérer. Si jamais c'est la première fois que vous souhaitez déposer une demande de prise en charge, que ce soit un contrat d'apprentissage ou autre demande de financement de formation, sur le site AFDAS, www.afdas.com, vous avez un lien qui est entouré ici en noir qui vous renvoie vers la page d'accueil de l'espace sécurisé Maya. Et donc, avec vos identifiants, vous pouvez du coup, après, pouvoir déposer votre contrat d'apprentissage. Et tout le lien se fait entre vous et nous par cet espace-là. Si jamais le dossier n'est pas complet, s'il y a besoin d'apporter des éléments complémentaires, l'assistant formation revient vers vous via cet espace sécurisé, ce qui permet de pouvoir avoir toujours une traçabilité des échanges entre vous et nous. Sur la mise en œuvre, ouais. Je te redonne la main peut-être, Sabrina. Oui, tout à fait. Alors, l'apprentissage, c'est bien une forme d'éducation alternée, nous dit le Code du travail, c'est-à-dire alternance selon un rythme qui n'est pas défini par le Code du travail d'ailleurs. Ça, c'est intéressant de le souligner, ni dans la récurrence, ni dans la durée de cette récurrence, à savoir est-ce qu'on fait 15 jours, 15 jours, 3 jours, 3 jours, j'ai envie de vous dire 3 mois, 3 mois. C'est quelque chose qui est ouvert. En tout cas, c'est une forme d'éducation alternée en ce sens qu'il y a une partie formation pratique qui doit se faire dans l'entreprise et une partie formation théorique qui doit se faire en CFA, en centre de formation d'apprentis. Sur la partie formation pratique, ça veut dire qu'on a effectivement un apprenti qui va exercer des activités professionnelles qui doivent être en relation directe avec la qualification qui est visée par le contrat d'apprentissage. Alors ça, j'en profite quand même pour insister. On a de la jurisprudence assez constante sur le sujet où des juges prud'homaux ont eu l'occasion de sanctionner des employeurs qui avaient embauché des apprentis pour faire globalement des photocopies et préparer les faits et pas vraiment accueillir les clients ou s'exercer sur ce métier, par exemple, de gestionnaire de patrimoine. Je prends cet exemple-là parce qu'il y a un établissement de crédit qui est une banque qui avait été notamment condamné à devoir, effectivement, il y a une requalification du contrat d'apprentissage, d'ailleurs en CDI, et donc à verser des dommages-intérêts aux jeunes pour effectivement l'avoir embauché en apprentissage. Il était en formation sur le métier de gestionnaire de patrimoine et il avait été condamné. L'employeur avait été condamné parce qu'effectivement, l'apprenti faisait globalement des choses, des tâches qui n'étaient pas en lien direct avec la formation qui était suivie en CFA. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un lien direct entre la formation pratique et la qualification objet du contrat. Que cette formation pratique soit exercée dans l'entreprise employeur ou éventuellement dans l'entreprise utilisatrice lorsque l'apprenti est mis à disposition. Le cas de figure un peu particulier que j'évoquais tout à l'heure. Sur la partie formation théorique, on est là en centre de formation d'apprentis.
Partie formation théorique, je dirais juste 2 mots très succinctement. D'abord, sur les modalités pédagogiques qui ont beaucoup évolué ces dernières années et le droit aussi à accompagner cette évolution-là, puisque désormais, le Code du travail reconnaît la possibilité, y compris dans le cadre de l'apprentissage, de pouvoir proposer des formations multimodales. C'est des formations qui peuvent être réalisées en tout ou partie à distance, donc en e-learning. Donc ça, c'est quand même une belle évolution, il faut le souligner. Et puis, sur les modalités des opérateurs pédagogiques, vous le savez aussi très certainement, on a une forme de libéralisation de cette activité-là depuis la loi Avenir professionnel, de sorte que les CFA ne sont pas nécessairement exclusivement des centres de formation d'apprentis, j'ai envie de vous dire traditionnels, implantés dans votre région, mais ça peut être aussi finalement des partenaires organismes de formation classiques, puisque maintenant, tout organisme de formation peut développer une activité de formation par apprentissage. Et ça peut être aussi des entreprises employeurs qui décident de créer leur propre CFA. Cette notion de CFA de groupe, CFA interne, a été effectivement consacrée par la réforme. Donc, il y a, si vous voulez, une évolution très partie, on va dire, formation théorique, des possibilités de réalisation de ces formations qui peuvent être donc réalisées en tout ou partie à distance, dans un CFA, on va dire, traditionnel, un organisme de formation avec lequel vous travaillez auparavant beaucoup, surtout de vos formations, on va dire, continues, voire pourquoi pas au sein de votre entreprise ou de votre groupe, dès lors que vous vous seriez positionné, et donc un CFA interne chez vous. Voilà, alors dans tous les cas, évidemment, c'est l'employeur qui inscrit formellement son apprenti auprès du CFA. Au passage, d'ailleurs, il n'y a pas de relation contractuelle entre le jeune et le CFA. La relation contractuelle, elle est bien portée entre l'entreprise employeur et le CFA. Et le choix du CFA est d'ailleurs indiqué dans le contrat d'apprentissage. Si l'employeur change de CFA en cours de parcours, en cours de formation, eh bien, effectivement, c'est une modification substantielle du contrat d'apprentissage qui doit faire l'objet d'une précision dans le contrat. Oui. Oui, il y avait une question sur la gratuité de la formation pour l'apprenti. Effectivement, aucune contribution financière ne peut lui être demandée. Tout à fait. C'est à la fois une habitude, mais c'est nécessaire de le rappeler. Oui. Alors, c'est d'autant plus nécessaire que le rappeler que comme on a une forme de libéralisation de l'apprentissage, quelque part, côté opérateur, tout le monde commence à s'y mettre. Et côté école, et notamment des écoles de management, et des établissements privés d'enseignement supérieur, il y a des traditions fortes de faire payer des frais d'inscription. Et donc, oui, effectivement, c'est l'occasion de le rappeler, l'apprenti ne peut supporter aucune sorte de frais, y compris des frais d'inscription dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. Alors, côté employeur, sur ses obligations en lien avec la réalisation du contrat d'apprentissage, évidemment, pour éviter un risque de requalification du contrat en CDI, eh bien, la première chose, je vous le disais, c'est de s'assurer que la formation pratique correspond bien à l'objet du contrat, donc la qualification visée. Et s'assurer évidemment qu'effectivement, on lui confie des tâches qui soient en lien direct avec cette qualification-là. Il faut aussi veiller, et là aussi, c'est bien de le rappeler, à permettre à l'apprenti de disposer du temps nécessaire pour pouvoir suivre sa formation dite théorique. Donc, parfois, c'est assez irrésistible de se dire qu'on voudrait bien le garder dans nos locaux, mais c'est important de laisser le temps imparti pour suivre ses cours en CFA. Autre condition qui fait partie des obligations de l'employeur, désigner un maître d'apprentissage qui sera en responsabilité vis-à-vis du jeune et qui, effectivement, aura notamment cette mission de l'accompagner tout au long de sa formation en entreprise, le cas échéant de faire le lien d'ailleurs avec le coordinateur pédagogique du CFA et de s'assurer que, effectivement, l'apprenti, en clair, a une bonne évolution, on va dire, tout au long de son parcours de formation en vue d'obtenir sa certification. Sur les conditions pour être maître d'apprentissage, outre le fait d'être majeur, on a des conditions de compétences qui ont été un peu revisitées par la loi Avenir professionnel dans un sens plus souple et moins contraignant qu'auparavant. Concrètement, c'est des règles de compétences qui ont vocation à être définies par votre accord de branche. Et si votre accord de branche est silencieux sur le sujet, eh bien, il faudra s'assurer que votre maître d'apprentissage justifie d'au moins
une année d'exercice professionnel en lien avec la certification visée par l'apprenti, dès lors que ce maître d'apprentissage est lui-même titulaire d'une certification professionnelle qui correspond à celle qui est visée par le contrat d'apprentissage. Et si le maître d'apprentissage n'est pas titulaire de ce diplôme-là, ou de ce titre ou de ce diplôme, eh bien, il devra justifier de 2 années d'expérience en lien avec la certification préparée par l'apprenti. Voilà, donc si on reprend côté apprenti, j'ai envie de vous dire à la fois ses droits et obligations, parce que le contrat d'apprentissage, eh bien, c'est un contrat synalagmatique, fait de droits et d'obligations de part et d'autre pour chacune des parties. Donc, côté apprenti, ses obligations, évidemment, c'est de suivre formation à la fois théorique et pratique, donc accomplir le travail et les missions qui lui sont confiées par son employeur sur la partie formation dite pratique, et puis se présenter aux examens, se soumettre aux évaluations dans le cadre du dispositif de formation continue qui peuvent en contrôle continu jalonner son parcours de formation, mais aussi les épreuves finales qui permettent évidemment de sanctionner sa formation. Côté droit dont bénéficie l'apprenti, on a un bel article dans le Code du travail qui nous dit que l'apprenti bénéficie très exactement des mêmes droits collectifs que les autres salariés dès lors que ça ne vient pas préjudicier au bon déroulement de sa formation. Donc, concrètement, l'apprenti, il a le droit, au même titre que les autres salariés de droit commun, d'accéder à votre restaurant interentreprise s'il y en a un, bénéficier des tickets restaurants, etc., etc. De façon un peu plus spécifique, alors évidemment, il bénéficie aussi de la protection sociale, AT-MP, y compris pendant sa formation en CFA, puisque partie formation théorique en CFA, c'est du temps de travail effectif. La notion d'ailleurs de formation hors temps de travail n'existe pas dans le cadre de l'apprentissage. Quand l'apprenti est en formation, qu'il soit en CFA ou dans l'entreprise, c'est du temps de travail effectif. D'accord ? Donc, évidemment, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, quand il est en CFA, eh bien, il est sous la responsabilité de l'entreprise. Et dans ce cadre-là, s'il fait n'importe quoi, s'il a un comportement irresponsable, il peut faire l'objet d'une mesure disciplinaire, pouvant aller, le cas échéant, jusqu'à la rupture de son contrat, puisque c'est un salarié et on est en exécution d'un contrat de travail, certes de type particulier, mais on est dans le cadre de l'exécution d'un contrat de travail. Une dernière spécificité que je souligne là, qui est importante au titre des droits de l'apprenti, c'est le congé pour examen, qui est propre à l'apprentissage et qui est un congé de 5 jours, qui est accordé à l'apprenti par l'employeur dans le mois qui précède la préparation des épreuves. Voilà. Pardon, dans le mois qui précède, pas la préparation, le mois qui précède la réalisation des épreuves. Donc, c'est vraiment un temps consacré justement à la préparation de ces examens-là. Et donc, c'est un congé spécifique qui est propre à l'apprentissage, congé de 5 jours que vous ne pouvez refuser. Alors, peut-être quelques mots sur le financement, sur le contrat d'apprentissage. Donc, pour rappel, l'AFDAS intervient sur le coût de formation à travers ce qu'on appelle le niveau de prise en charge ou l'acronyme NPEC. Le niveau de prise en charge est déterminé pour chaque titre ou diplôme par la branche professionnelle avec, comme vous le savez certainement, l'aval de France Compétences qui est l'organe suprafinanceur du champ de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Donc le niveau de prise en charge dont vous pouvez également connaître sous la dénomination coût contrat, c'est le montant annuel qui est facturé par le centre de formation d'apprentis au regard du déroulement et de la mise en œuvre de cette même formation. Le CFA peut, puisqu'on a une liberté de tarification, peut prévoir un prix qui est supérieur au NPEC qui est défini dans la branche où se situe votre entreprise. Auquel cas, il reste un delta à financer. Ce delta peut être financé par l'employeur. En fait, en règle générale, il fait l'objet d'une discussion entre le CFA et l'employeur pour en définir le montant. Et du coup, le reste à charge in fine étant à la charge de l'employeur, c'est-à-dire celui qui signe le contrat d'apprentissage avec l'apprenti, bien évidemment. Je fais cette précision, puisque comme on est dans une logique ici où il y a un employeur qui met en suspens son contrat de travail et potentiellement un deuxième employeur qui est signataire du contrat d'apprentissage, ce serait évidemment l'employeur en charge de l'apprentissage qui serait concerné par le financement de cet éventuel reste à charge. Il peut y avoir des dépenses complémentaires sur lesquelles intervient l'AFDAS, donc sous condition sur l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage en l'occurrence, et sur la formation
de ce maître d'apprentissage. Donc ça, c'est sous condition. Et je vous renvoie sur ce sujet pour regarder si votre entreprise et le maître d'apprentissage précisément remplit ces conditions. Je vous renvoie vers la relation avec votre conseiller qui regardera votre situation précisément et pourra vous apporter les informations utiles. Les aides exceptionnelles, donc, elles ont été mises en œuvre avec en fait, la crise que nous connaissons et donc la difficulté qui est arrivée sur la mise en œuvre des contrats d'apprentissage et la crainte qu'avaient les pouvoirs publics et les entreprises, finalement, de ne pas pouvoir faire les embauches en apprentissage et en alternance d'une manière générale, comme cela pouvait être prévu initialement. Donc, du coup, ces aides ont été mises en œuvre dès le 1er juillet 2020. Elles ont été récemment prolongées et donc elles sont valables pour tous les contrats qui vont se mettre en place, qui vont être signés jusqu'au 31 décembre 2021. Cette aide étant versée par l'ASP, l'Agence de services et de paiement. C'est elle qui se tourne vers les employeurs quand elle réceptionne les informations du contrat d'apprentissage et qu'elle vérifie qu'ils sont complets et qu'il n'y a pas de difficulté sur le contrat d'apprentissage. Elle se tourne vers vous, vers l'employeur, pour les modalités pratiques de versement. Donc, ce n'est pas l'AFDAS qui verse cette aide, c'est bien l'ASP qui la verse auprès des employeurs. Donc, dans quel cas de figure cette aide est versée? Pour tous les contrats d'apprentissage qui vont jusqu'à un niveau Master 2, ce qu'on appelle également le niveau 7 dans l'éducation nationale, donc au maximum. Donc, toutes les certifications qui vont jusqu'à ce niveau-là sont éligibles à cette aide. Et cette aide, elle est en fait de deux montants différents, suivant que l'alternance soit mineure ou majeure. C'est 5 000 € pour les alternants mineurs et les apprentis mineurs. C'est 8 000 € pour les apprentis majeurs. Cette aide est ouverte également, et donc pour les cas qui nous concernent autour de cette webconférence, à savoir les suspensions de contrats avec signature de contrat d'apprentissage, cette aide est également activable, et bien entendu, à condition de respecter les conditions exposées ici. Concernant l'employeur, quelles sont les conditions pour les employeurs? Si l'employeur signe le contrat d'apprentissage est une structure de moins de 250 salariés, il n'y a pas d'autres conditions qui s'exercent que celle-ci. Si l'entreprise est de 250 salariés et plus, là, il y a une des deux conditions qui apparaît à l'écran qui est à respecter. Donc, soit avoir un quota d'alternants à hauteur de 5% de l'effectif sur l'année 2021, soit d'avoir ce même quota à 3% et de prévoir une progression d'au moins 10% par rapport à la situation qui était identifiée en 2020. Cette condition étant matérialisée par un engagement, une lettre d'engagement que l'employeur transmet à l'ASP. Et sur cette base de lettre d'engagement, l'ASP vous verse cette aide de 5 ou 8 000 €. Évidemment que à l'instant T, on est dans une logique d'engagement et a posteriori, l'ASP s'assurera que ces conditions de 5% ou de 3% avec la fameuse progression de 10% mini est bien respectée. Elle est du coup peut-être passée un peu dans l'ombre, mais il existe aussi et toujours l'aide unique à l'embauche d'apprentis. Et quand le contrat d'apprentissage dépasse un an sur la deuxième année, cette aide unique à l'embauche d'apprentis peut être aussi déclenchée. Alors là, on revient sur les conditions antérieures à la définition de l'aide exceptionnelle, étaient éligibles et sont toujours éligibles d'ailleurs à cette aide unique à l'embauche d'apprentis, des employeurs de moins de 250 salariés. Et là, il y a une restriction plus forte que sur l'aide exceptionnelle en termes de niveau de formation, puisqu'il faut que la certification soit au maximum équivalente à un niveau baccalauréat. Auquel cas, on laisse de côté la première année, puisqu'elle est remplacée par l'aide exceptionnelle qu'on vient de voir ensemble. Si le contrat dure 2 ans, il y a une aide complémentaire de 2 000 € qui peut être déclenchée. Et si jamais le contrat dure 3 ans, il peut y avoir encore une aide complémentaire de 1 200 € qui peut se déclencher. Là aussi, le paiement est évidemment réalisé par l'ASP, l'Agence de services et de paiement. Donc, l'aide exceptionnelle a évidemment fait beaucoup parler d'elle dans les médias, puisque c'était un élément fort pour la réussite de la rentrée de septembre 2020
et ce sera également un élément fort pour la réussite de cette rentrée à venir en septembre 2021, mais il ne faut pas laisser de côté ce système d'aide qui soutient également l'apprentissage et qui perdurera quand l'aide SGL s'éteindra, puisque a la vocation à s'éteindre une fois que les pouvoirs publics considéreront que nous sommes suffisamment sortis de cette période actuelle. Voilà, nous arrivons au terme de cette intervention. Donc, nous allons pouvoir répondre à vos questions qui ont été mises dans le fil de conversation. Du coup, ce que je vous propose, c'est que je vais reprendre les questions et avec Sabrina, nous allons pouvoir regarder pour y répondre dans la mesure où nous avons les réponses. Alors, il y avait une question sur l'âge de l'apprenti. Faut-il avoir moins de 29 ans? Effectivement, il faut avoir moins de 29 ans, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Il y a une autre question toujours sur l'âge. Est-ce qu'elle se mesure à la date de signature du contrat? C'est-à-dire que oui, si j'ai 28 ans et je fais un contrat de 3 ans, c'est possible. Effectivement, Sabrina, tu me le confirmes? Oui, tout à fait. L'âge limite s'apprécie au moment de la conclusion du contrat et non pas de sa terminaison. Donc, si on est parti sur un contrat de 3 ans, effectivement, c'est bien au moment de la conclusion du contrat qu'on va vérifier l'âge limite. Alors, il y a une question sur... alors, je ne suis pas sûr de tout à fait la comprendre. Est-ce qu'on peut imaginer si le salarié fait un contrat chez un autre employeur, que l'employeur où il y avait le CDI fasse le complément? Alors, oui, je crois que je comprends. C'est dans le cadre probable. Alors, si le contrat fait un contrat chez un autre employeur. Alors, ça dépend. Est-ce qu'on est dans la mise à disposition ou dans la suspension de contrat avec conclusion concomitante d'un contrat d'apprentissage dans l'autre entreprise? Dans les deux cas, si vous voulez, je pense que les deux sont possibles. Après, c'est une affaire de contractualisation et de bien préciser le sujet. Dans le premier cas de figure, en réalité, si je suis dans le cadre d'une mise à disposition auprès d'une entreprise utilisatrice, ce serait en fait une mise à disposition partielle, puisque du coup, il réalisera dans l'entreprise utilisatrice une partie de sa formation pratique. Et comme la mise à disposition est partielle, eh bien, il aura aussi des temps de formation pratique dans l'entreprise prêteuse, entre guillemets, l'entreprise employeur initiale. Et si je suis dans le deuxième cas de figure, c'est-à-dire le cas où j'ai une suspension de mon contrat de travail initial en CDI pour conclure un contrat d'apprentissage dans une autre entreprise, ce qui est effectivement une disposition qui n'est pas spécifiquement prévue par le Code du travail, mais rien ne l'interdit dès lors qu'on respecte bien les principes de loyauté et qu'il n'y a pas de clause d'exclusivité dans le contrat de travail initial. C'est quelque chose qui sera possible, mais que pas évident quand même, parce qu'en fait, je suis en train de réfléchir à voix haute. Comme on a une suspension, en fait, à partir du moment où mon contrat de travail est suspendu, je ne suis plus censée travailler pour cet employeur-là. Donc, la problématique, elle tient plutôt au fait que dans cette deuxième hypothèse, j'ai suspendu mon contrat de travail initial, donc je ne suis plus censée venir travailler dans mon entreprise initiale. Voilà. Donc, je pencherai plutôt pour la première option. Très bien. Alors, nous avons une question sur, je pense, les restes à charge sur le coût de formation, quid dépassement du financement de la formation qui paye. Donc, du coup, j'imagine que l'alternative, c'est entre l'employeur où il y a le contrat de travail en CDI qui est suspendu et l'employeur du contrat d'apprentissage. Sabrina, tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est l'employeur du contrat d'apprentissage qui est concerné par cette question. Tout à fait. Tout à fait. Alors, on a une question sur la durée des contrats d'apprentissage et la possibilité de rallonger la durée du contrat d'apprentissage, en particulier parce que ce qui est évoqué là dans la question, les dates de fin n'étaient pas claires. L'apprenti devra certainement passer de nouvelles évaluations ou d'autres évaluations en septembre, et le contrat était prévu initialement avec une fin au 14 juillet. Comment est-il possible de le prolonger? Alors Sabrina, peut-être je te laisse répondre. Alors, le principe serait évidemment d'avenanter le contrat pour modifier la date de terminaison du contrat et pouvoir allonger cette durée du contrat. Dès lors qu'on est dans les durées incompressibles entre 6 mois et 3 ans, on doit pouvoir modifier la durée du contrat. Après, la question plus opérationnelle que je me pose, c'est l'impact que ça peut avoir sur le financement et éventuellement le niveau de prise en charge. Alors, si on reste sur une durée annuelle, ça ne devrait pas avoir d'impact. Mais si le rallongement de la durée du contrat a un effet
sur la durée totale, c'est-à-dire si ça dépasse 12 mois, potentiellement, ça modifie d'autant le coût de financement de l'apprentissage, puisque du coup, on n'est plus sur une durée annuelle. Donc, moi, j'y vois pas de point de blocage d'un point de vue juridique, mais effectivement, il y a certainement Du coup, peut-être qu'on va renvoyer la personne qui nous a questionné sur ce point-là vers un éclaircissement individuel, puisqu'il va falloir qu'on regarde en effet les modalités précises qui sont concernées. Je ne suis pas sûr que nous puissions apporter une réponse sur tous les aspects, une réponse ici générale. Ouais. Nous avons une question sur les tickets restaurants, donc sur l'acquisition des tickets restaurants pendant les périodes de formation. Donc, oui, tout à fait. La réponse est oui. Parce que justement, ce sont ces temps de formation, je suppose formation théorique en CFA, c'est du temps de travail effectif. Donc effectivement, de la même façon que pour les temps de formation pratique en entreprise, l'apprenti il est éligible à ces tickets restaurants. Alors nous avons maintenant une question sur la formalisation des contrats de travail. Est-il obligatoire d'avoir en plus du CERFA un contrat de travail? Pour moi, il n'y a pas d'obligation, puisque le CERFA fait office de contrat de travail. Exactement, il n'y a pas d'obligation. Par contre, ça peut être une préconisation dès lors que vous souhaiteriez ajouter des clauses contractuelles qui ne figurent pas dans CERFA, de type clause d'exclusivité, clause de loyauté, propriété intellectuelle, confidentialité. Bon, voilà, ce type de clause-là, en fonction de votre marque employeur et des spécificités peut-être liées à votre activité, vous pourriez avoir effectivement cette intention de vouloir quand même faire signer davantage de clauses qui imposent évidemment d'autant d'obligations supplémentaires à votre apprenti, auquel cas il faudra l'établir à part sur un contrat de travail distinct du CERFA. Alors, on a une question sur comment obtenir l'aide exceptionnelle à l'embauche d'apprentis. Donc, comme on l'évoquait tout à l'heure, l'AFDAS est votre guichet unique d'une certaine manière. Donc, quand nous enregistrons le contrat d'apprentissage, il est transmis par voie électronique à la fois au service du ministère du Travail compétent, mais également à l'ASP, donc l'Agence de services et de paiement. Donc, l'Agence de services et de paiement, par cette transmission de fichiers électroniques, est informée de la signature de ce contrat d'apprentissage. Elle s'assure que l'entreprise et les conditions de ce contrat d'apprentissage respectent donc les conditions nécessaires. Et si les conditions sont respectées, elle se tourne vers vous, donc par voie de mail, pour les modalités particulières, les modalités précises de versement. Elle peut venir vers vous aussi, notamment si vous êtes une entreprise de plus de 250 salariés. Comme on l'évoquait tout à l'heure, il y a une lettre d'engagement, puisque l'ASP, quand elle réceptionne le contrat, ils ne savent pas si vous allez dépasser le seuil des 5% ou des 3% plus 10%, sans revenir dans le détail sur ce qui a été évoqué tout à l'heure. Donc, ils vont vous demander une lettre d'apprentissage, une lettre d'engagement, pardon. Ils peuvent également revenir vers vous parce qu'il y aurait des éléments complémentaires dont ils ont besoin. Et une fois que le dossier est complet et qu'ils ont tout vérifié, c'est l'ASP qui déclenche le paiement vers vous. Donc, notamment, ils vont vous demander un RIB, enfin, ce genre de choses, les modalités précises pour pouvoir vous payer l'aide. C'est-à-dire qu'il faut aussi être attentif. On a eu parfois des employeurs qui sont revenus vers nous parce que l'agence de services et de paiement, ils ne connaissaient pas forcément cette structure. Et quand ils ont reçu un mail, ils n'ont pas compris la démarche, donc parfois ils l'ont détruit. D'autres situations que nous avons pu rencontrer, l'ASP se tourne vers les entreprises que par voie de courrier électronique. Donc soyez attentifs à la réception des mails sur ce sujet-là, puisque c'est par cet intermédiaire que tout va se passer. On a une question sur les cotisations URSSAF quand le CDI est suspendu. Je ne sais pas, peut-être Sabrina, si tu veux. Le contrat d'apprentissage conclu, oui, bah, c'est les cotisations URSSAF. En fait, quand on suspend le contrat de travail pour conclure un contrat d'apprentissage, c'est bien le régime social afférent au contrat d'apprentissage qui aura vocation à s'appliquer. Donc, vous allez bénéficier pendant cette période-là d'un régime évidemment largement, moins qu'auparavant en réalité, puisqu'on a un alignement maintenant du régime d'exonération des charges sociales qui sont d'ailleurs les mêmes pour les contrats de pro et les contrats d'apprentissage, hein, qui finalement l'ex-réduction Fillon sur les bas salaires. Donc, jusqu'à un certain niveau de rémunération, vous allez bénéficier, dans le cadre du contrat d'apprentissage, de ce régime d'exonération de charges.
Et au-delà si vous décidez de maintenir, par exemple, la rémunération de votre salarié, au-delà, évidemment, des plafonds, entre guillemets, si j'ose dire, qui vous permettent de bénéficier de cette exonération de charges patronales, eh bien, vous payez pour le reste, pour le delta, les charges patronales de droit commun. Alors, on a une question sur la formulation de la rémunération sur le CERFA, puisque sur le CERFA, la rémunération est exprimée en pourcentage du SMIC ou du salaire minimum conventionnel. Or, là, si un employeur souhaite verser une rémunération, donc, a priori équivalente à celle du CDI, si je comprends bien la question et la situation envisagée, donc là, il faut le retraduire. Et Sabrina, tu m'interromps si je me trompe, mais il faut la retraduire d'une certaine manière en pourcentage du SMIC. Exactement. Que se passe-t-il si l'apprenti devient majeur au cours de sa première année? C'est donc la signature du contrat, il était mineur, si je comprends la question. Il devient majeur quelques mois plus tard. Est-ce que c'est l'aide à 5 ou à 8 000 euros qui se déclenche? C'est l'aide à 5 000 euros qui se déclenche. En fait, tout est figé, toutes ces données sont figées à la date de signature du contrat. Si le salarié a moins de 30 ans à la date de conclusion et que le contrat démarre après son anniversaire, est-ce que c'est possible? C'est date de conclusion du contrat. Hmm. Donc, ça devrait être possible. Après, normalement, de toute façon, la date de conclusion est censée être proche de la date de démarrage. C'est un principe général, donc ça peut se jouer à quelques jours, mais de toute façon, c'est la date de conclusion qui est la date à retenir. Oui. Nous avons une dernière question sur les avantages qui seraient liés au contrat de travail habituel, au CDI, si je comprends bien. 13e mois, cotisation retraite, divers avantages. Que se passe-t-il de ces avantages pendant le temps du contrat d'apprentissage, pendant le temps où ce CDI est suspendu? Alors, en fait, comme vous êtes sur l'apprenti, c'est ce fameux article du Code du travail selon lequel l'apprenti, il bénéficie exactement des mêmes droits collectifs que les autres salariés, sauf à ce que ça préjudicie au bon déroulement de sa formation. Donc concrètement, là, sur l'ensemble de ces droits finalement collectifs, notamment le 13e mois, pardon, eh bien, c'est pas suspendu son contrat et qu'il est embarqué dans un contrat d'apprentissage que du coup, il est écarté de ces avantages-là, de ces avantages collectifs. Donc, il a vocation à en bénéficier aussi. Très bien. Donc, nous avons épuisé les questions qui étaient dans le fil de conversation. Merci pour vos questions, en espérant que les réponses qui ont été apportées vous ont été éclairantes. Vous recevrez dans la foulée de cette webconférence une enquête de satisfaction. Nous vous remercions de pouvoir y répondre. Ça nous permet aussi d'améliorer notre politique de webconférence et de pouvoir apporter toujours le meilleur service. Je vous en parlais tout à l'heure avec le cabinet Front-Montbriens. On entame par la webconférence de ce jour un cycle de webinaires dont nous reverrons à la rentrée entre septembre, octobre et novembre sur 3 sujets. Un sujet sur les outils de formation au soutien de la reconversion des professionnels des salariés. Donc, on s'arrêtera notamment sur les dispositifs qui peuvent se mettre en place, que ce soit sur initiative de l'employeur ou initiative du salarié. On aura également une webconférence qui sera articulée autour de la négociation collective d'entreprise et comment, à travers des accords de type GEPP et autres, on peut être au soutien de la reconversion des salariés. Et puis un quatrième plutôt webinaire qui sera consacré cette fois-ci à la PROA, donc le dispositif de promotion et de reconversion des salariés par l'alternance. On l'a évoqué tout à l'heure, l'accès est plus contraint que celui que nous pouvions connaître, par exemple, avec le précédent dispositif qui s'appelait la période de professionnalisation. Pour autant, si l'accès est plus contraint, nous avons quand même la possibilité en tant qu'employeur d'accéder à ce dispositif et de le mobiliser. Et nous verrons ensemble comment nous pouvons le mobiliser. Alors, je vous invite à rester connecté, que ce soit au cabinet Front-Montbriens, si vous souhaitez avoir plus d'informations, si vous souhaitez suivre leur actualité et leurs activités, ou que ce soit le site de l'AFDAS, qui régulièrement est remis à jour et vous apporte les informations les plus éclairantes possibles. Nous vous donnons en fin de présentation
les coordonnées mail qui peuvent vous être utiles, donc celle de Sabrina, au cabinet Frombriens. Et si vous souhaitez revenir vers l'AFDAS, vous avez notamment l'adresse mail générique communication@afdas.com et qui vous permet de revenir vers nous si vous souhaitez échanger. Je pense que de toute façon, vous avez les coordonnées de vos conseillers directement, et donc ça vous permet de pouvoir et échanger avec eux et les interroger sur les questions qui vous sont propres. Il me reste à vous remercier de votre participation en ce début de mois de juillet. Je vous souhaite un très bel été et nous nous retrouverons donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, à la rentrée de septembre, où nous vous proposerons d'autres webconférences pour étayer votre pleine connaissance et des possibilités qui vous sont offertes sur le champ de l'emploi et de la formation professionnelle. Merci beaucoup Sabrina pour ta participation et ta collaboration. Merci beaucoup Yves, je n'aurais pas mieux dit. Donc merci à tous et à très bientôt. Je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt.